Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, ou plutôt bonjour. Je salue mon prédécesseur du libre journal des géopolitiques profondes. Il était très très bon ce gars-là, hein. Je sais pas qui c'est, mais vraiment très bon, excellent, hein. Il a compris la situation bosniaque comme personne. Je salue, je resalue bien sûr notre amie Virginie, la sublime Virginie Nini Glam, qui a des tubes en stock. Faudrait qu'un jour elle vienne ici chanter un bout là de ses titres ici là en plateau. Je la ferai venir un de ces quatre quand elle n'est pas en concert. Donc je remercie Virginie à la réalisation et je salue bien entendu Sylvie. Et je sais que dans l'émission du libre journal des controverses, vous aurez beaucoup de commentaires aujourd'hui. Donc Sylvie, préparez-vous Sylvie à écrire et à noter et à imprimer. Alors je reçois aujourd'hui Guillaume Brun. Guillaume Brun va nous parler d'un sujet dont évidemment personne ne parle. Ce sont ces nuisances, pas que je dis, c'est même pas des nuisances, c'est les méfaits pour la santé des décors extérieurs, de cette architecture extérieure. Bonjour cher Guillaume, comment Bonjour vas-tu? Mike, Alors merci déjà, pour... toi, tiens, présente-toi un peu là sur ta profession, tiens, et sur quoi tu travailles exactement. Alors en fait, merci pour l'invitation, merci pour ta confiance. Je te démarche en tant que citoyen, tout simplement. Ce n'est pas dans le cadre de mon travail puisque j'ai été longtemps malade. J'ai fait une découverte fortuite par le biais d'Internet qui m'a amené de fil en aiguille à devenir lanceur d'alerte l'année dernière. Et on va parler de la pollution lumineuse. Oui, Donc, parce que grosso cette pollution lumineuse, alors, elle a l'air de rien comme ça. Euh, je vais te laisser en dire, je vais te laisser vraiment en dire beaucoup parce que moi-même, avant que tu m'appelles, je ne pensais pas que cette pollution lumineuse était aussi grave pour nos corps. Ça signifie que nombre de nos compatriotes, eux, en savent peut-être encore moins, sachant que moi, mon métier, c'est le journalisme, et donc du coup, c'est l'enquête, etc. Donc si des gens qui ne sont pas dans l'enquête, pas dans le journalisme, pas dans l'information, si moi-même je ne suis pas au courant, j'imagine ceux qui ne sont pas dans ces schémas-là, quoi. Voilà. Donc la pollution lumineuse, d'abord, euh, pourquoi elle est dangereuse pour nos corps et comment elle fait qu'elle est dangereuse. Alors, je te confirme qu'il n'y a quasiment aucun expert de la question, en tout cas sur la problématique spécifique dont je vais parler. Le seul moyen pour un journaliste de le savoir, c'eût été en 2019, et il aurait fallu qu'il lise un rapport de 400 pages de l'Agence nationale de sécurité sanitaire sur la question des LED. Donc en fait, ces dernières années, on a beaucoup parlé de la couleur bleue et ça figurait dans ce rapport-là. Mais moi, je vais parler d'un autre effet qui est beaucoup plus sournois, beaucoup plus insidieux et dont on ne peut se rendre compte et dont une frange de la population est vraisemblablement susceptible. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas susceptible à l'effet auquel je pense. Alors quel est cet effet? Alors, on appelle ça l'effet en français de papillotement. Je m'excuse pour l'anglicisme, on est sur Radio Courtoisie. Si les gens veulent faire des recherches super, supplémentaires, il faut taper Flickr, Flicker, Flickr Effect. Donc, je vais parler de l'effet de scintillement, papillotement. Qu'est-ce qui se passe? Le problème que nous avons, c'est qu'il n'y a pas de normes en la matière. Donc, quand vous achetez vos ampoules dans le marché, vous n'avez pas écrit la dangerosité de la chose euh, en question. Qu'est-ce que c'est que l'effet de scintillement? Eh bien, c'est simple. Tu es déjà allé en boîte de nuit, tu as vu l'effet stroboscopique. Ça fait jour, nuit, jour, nuit. En fait, ce qu'il se passe, c'est quand on branche nos ampoules. Alors, j'y reviendrai. Toutes les ampoules ne scintillent pas. Euh, elles scintillent plus ou moins, pardon.
de quoi il est question, c'est que, en fait, quand on branche nos ampoules dans nos domiciles, elles sont branchées au courant fourni par EDF, qui est un courant alternatif. Et le courant alternatif, il fait plus, moins, 50 fois par seconde. Je vulgarise. Si bien que certaines ampoules vont scintiller jour, nuit, 100 fois par seconde, pour être exact. C'est beaucoup trop rapide pour que tu puisses t'en rendre compte. Quand tu rentres dans la pièce, tu allumes, la pièce est éclairée. Mais 20% des LED sur le marché, on le sait depuis 2019, les LED sont arrivés en 2010-2015. Elles ont inondé le marché. Elles sont arrivées pour soi-disant des principes écologiques, quoi, en gros. Oui, tu avais les lampes fluocompactes qui sont arrivées dans les domiciles dans les années 90, celles qui ont en forme de U ou en forme de tire-bouchon. Et ensuite, tu as les LED qui ont pris la relève. Donc, il se trouve qu'il y a 20% des LED, ça figure dans le rapport de l'ANSES, qui scintillent de 0 à 100, si tu veux. Ça fait un plein effet jour-nuit. Les lampes qu'on utilisait dans les années 70-80, tu te rappelles, avec le filament qui cassait au bout d'un Oui, moment? oui. Ces lampes-là, elles scintillaient de 100% à 90% de l'intensité maximale. Elles scintillaient peu. Avec l'arrivée des lampes fluocompactes, on est descendu sur des rendements, sur des intensités qui passaient de 100 à 50, je résume. D'accord. Et actuellement, sur le marché, depuis quelques années, on a des LED qui passent de 100 à 0. Donc, on a un effet stroboscopique. Et d'après le même rapport de l'ANSES, on a 7% de la population qui serait capable de détecter de manière subliminale. Il y a une partie du cerveau qui arrive à capter ce signal avec les 20% des LED les plus, qu'on pense les plus Et dangereuses. qu'est-ce que ça provoque, justement? Tu parles de dangerosité. Qu'est-ce que cela provoque pour ces 7%, on va dire, d'êtres humains qui ont justement ces ampoules LED chez eux? Alors, ça va biaiser ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que, en fait, j'explique ça facilement. On utilise des œillères pour les chevaux, pour éviter qu'ils soient surpris par derrière. C'est le même principe, c'est la fonction de détection de menace, je pense, qui est activée par le cerveau. Quand il y a quelqu'un qui surgit derrière toi, Mike, il y a une partie de toi qui sait qu'il y a quelque chose qui surgit derrière toi avant même que tu aies identifié la chose. Donc cette vision-là, elle est en noir et blanc, elle est floue, elle est dédiée notamment également au rythme circadien, c'est-à-dire au rythme jour-nuit, celui qui te dit quand est-ce que c'est le jour, quand est-ce que c'est la nuit, etc. Ça t'aide pour ton rythme biologique. Donc ce à quoi je pense, c'est que quand quelqu'un qui est susceptible à la chose se trouve dans une salle où se trouve une de ces ampoules-là qui scintille fort, il y a une partie de lui qui est surpris 100 fois par seconde. Mais il y a sa conscience qui rattrape le truc et j'imagine que la résultante, c'est la somme des deux résiliences, on va dire. C'est la vision animale qui est perturbée. Et je pense que c'est pour ça qu'on a des problèmes, et je vais parler de l'autisme, c'est-à-dire que plus le sujet est jeune, au moins il doit former sa vision. Donc je pense que si j'ai raison, et j'aimerais avoir tort, je pense que ça a un lien avec l'autisme, je vais l'expliquer pourquoi. Bah vas-y, explique-nous maintenant pourquoi. Alors, j'en reviens à, tu m'as demandé ma profession. J'ai juste une formation de physique dans le domaine de la photonique, à savoir la science de la lumière. Je n'ai pas beaucoup exercé, comme je te l'ai dit, puisque je suis tombé malade. Et si je suis devenu lanceur d'alerte, c'est parce que les procédures pour devenir lanceur d'alerte sont ouvertes à des non-spécialistes citoyens comme moi. Donc c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe avec cette affaire-là, parce que tu te doutes bien que j'ai essayé de refiler le bébé ces 2 dernières années aux spécialistes et j'en ai pas trouvé. Et ça bloque, je reviendrai sur mes démarches administratives. Le gouvernement, les commissions, pardon, ont joué le jeu, mais au bout d'un an, tu te doutes bien que ça bloque. J'aurais donné beaucoup de boulot. Ça a été une découverte fortuite. Vraiment, c'est à la suite d'une autre découverte. Et Mais cher Guillaume, tu as parlé d'autisme, c'est quand même pas oui, rien. C'est vrai oui, qu'on remarque une croissance exponentielle
de l'autisme parmi nos enfants. Tu penses, mais qu'est-ce qui te fait dire que justement ces ampoules, cette nouvelle pollution, j'imagine que bon, la pollution des lumières, enfin de la lumière, c'est pas que chez soi, mais c'est aussi à l'extérieur dans les lampadaires et tout. Mais ça, on va revenir dessus. Euh, il y a justement une cause dans cette pollution avec l'autisme de nos enfants. Qu'est-ce Pour qui te fait dire l'autisme, ça et comment tu peux l'expliquer? alors, c'est un raisonnement très simple, mais assez long. Vas-y, bah, tu as le temps pour l'expliquer. Alors, je pense que ça a été un terrible acte manqué de la science, puisque moi, je ne fais qu'opérer une interprétation alternative euh, de certaines études. À savoir, ils ont étudié la distribution des mois de naissance pour les cas d'autisme, à savoir qu'il y a trop de naissances à certains moments de l'année quand tu regardes les mois de naissance des personnes concernées. Pour l'autisme, ça a été mis en évidence, mais pas aussi bien, et tiens-toi bien, que pour la schizophrénie et la sclérose en plaques. C'est-à-dire qu'on a 3 maladies idiopathiques dont on ne connaît pas la cause, où on observe plus ou moins de naissances, selon les maladies, à tel moment de l'année. Pour l'autisme, j'ai cru comprendre que c'était fin d'été, début d'automne. Je vulgarise, hein, vraiment. Pour la schizophrénie, c'est très bien établi. Il y a plus de naissances en hiver et ça descend jusqu'au printemps. Et pour la sclérose en plaques, c'est plus ou moins l'inverse. On a plus de naissances au printemps. Les chercheurs, biologistes, qui ne savent pas comment fonctionnent les ampoules, ont pensé à une déficience en vitamine D. Ils se sont dit, ma foi, à certaines périodes de l'année, il y a moins de soleil, donc il y a peut-être moins de vitamine D, et pour certains cas, ça s'est traduit comme ça. Ce qui est absolument absurde, en fait. Et c'est là que tu vois que les types, ils pondent des études pour pondre des études presque. Parce que bon, vitamine D, c'est pour les os, c'est très bien la vitamine D, mais au point de créer des troubles. Et puis voilà, 18 ans plus tard, la schizophrénie, c'est 18 ans plus tard, la sclérose en plaques, c'est à 25-30 ans. Donc pourquoi cette histoire de mois de naissance? Donc le renversement, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un autre physicien qui l'a fait sur Internet, un Américain. Pareil, quelqu'un qui sortait de nulle part, un citoyen non spécialiste comme moi, qui a dit, mais attendez, lui, c'est en voyant une autre étude dont je vais essayer de parler tout à l'heure, il a dit, mais est-ce que ce serait pas tout simplement le taux d'utilisation des éclairages pendant l'année? On utilise davantage les éclairages l'hiver. À partir de là, ce que j'ai fait moi, c'est que concerné par la fibromyalgie, l'électrosensibilité, l'hyperacousie, c'est quand tu entends les sons trop forts, etc. Parce qu'il y a quelque chose, d'ailleurs, c'est des traits autistiques, si tu réfléchis un peu, les intolérances, tout ça. Je me suis dit, bah, je vais aller voir mes amis fibromyalgiques sur les groupes de malades, et sachez qu'ils sont des milliers, c'est pas des centaines de milliers en France. On les trouve sur les groupes Facebook, qui sont des milliers, et je leur ai fait circuler un questionnaire en leur demandant leur mois de naissance, entre autres. Et j'ai vérifié l'hypothèse, c'est-à-dire que j'ai trouvé trop de naissances en hiver, pour faire court. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas un immense spectre avec une frange de la population qui, lorsque nouveau-nés, ont été frappés, en tout cas ont été troublés dans leur développement par ce fameux scintillement qui faisait vibrer le décor de la pièce. Donc, pourquoi j'ai réussi à mobiliser les agences sanitaires, pardon. J'ai envoyé un signalement à la Haute Autorité de Santé et à la Commission nationale déontologie et alerte. C'est NDASPE, si vous voulez retrouver mon signalement, il est affiché sur le site internet. Numéro 257, Flickr Effect. Et qu'est-ce qu'a répondu la haute autorité? Les 2 instances que je viens de mentionner ont saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire il y a 1 an. Ah, ils ont saisi. Donc ça veut dire, suite à ton signalement, ils ont saisi... Oui.
À la Commission nationale de déontologie et alerte, il y a 2 Donc préinstructeurs ça veut qui... dire que ces deux entités ont vu qu'en effet, ces lampes LED troublaient en tout cas le corps humain. Alors, techniquement, ils vont pas te le dire formellement. Ce qu'ils ont fait, je finis mon explication pour ce qui est Vas-y. bien administratif. Tu as deux préinstructeurs à la Commission nationale de déontologie et alerte qui étudient le dossier. Et ensuite, il y a une session plénière avec le reste de la commission. Et c'est tout ce qu'il y a plus de sérieux, hein. La Commission nationale de déontologie et alerte, c'est une instance indépendante qui peut être mobilisée par les ministres, les députés pour des enquêtes, etc. Donc il y a des députés, il y a des sénateurs dedans. Et il y a des spécialistes de épidémiologie, etc. Pollution, etc. Donc, si tu veux, eux, si tu les appelles demain et si tu arrives à les avoir, parce que moi, j'arrive pas, ils vont te dire le signalement de Guillaume Brun, il est évocateur d'une véritable alerte. Techniquement, c'est ça le terme technique. Et c'est pourquoi ils ont une mission, c'est de saisir les agences dédiées, comme l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui fait tout sauf le médicament, et ils sont mandatés pour qu'il y ait un bon traitement. Ils veillent à ce qu'il y ait un bon traitement de mon alerte. On a quand même un gros problème dorénavant dans le monde moderne. En tout cas, bon, je vais parler de la France parce que c'est le pays dans lequel on vit. C'est que on a changé nombre de dispositifs extérieurs, on a changé le mode de fonctionnement, la nourriture, le mode de vie, et en fait on voit que tout ça, cette fameuse ou fausse modernité qu'on nous impose, en réalité elle va à l'encontre de la santé, à l'encontre des organismes, à l'encontre des corps et des âmes, hein, si je puis dire. Et si on vit aussi une société troublée, c'est parce que tout un environnement extérieur impose ce trouble. Pas ce que t'en penses. Il y a la pollution de l'air, il y a la pollution de l'eau, il y a la pollution d'un tas de choses. J'ai démarché un tas d'associations, d'organismes, etc. Et le sujet qui me préoccupe n'est pas connu, tout simplement, et bouscule énormément. Parce que, en plus, si j'ai raison, on a vraiment loupé le coche, parce que tout ça, ça commence en 1890, l'électricité. Bien sûr. Parce que l'autisme, même la fibromyalgie, Alzheimer, etc., les maladies neurologiques, ça date. Par contre, comme tu dis, il y a une explosion des cas. J'ai fait un article récemment, j'ai retrouvé une étude assez récente. Il y a 5 fois plus de cas 5 fois plus de cas de schizophrénie en 10 ans en Espagne. Là, entre 2025 et 2015, il y a 10 fois plus de schizophrénie. Oui. Un article Par sérieux. la Alors, tout ce pollution, que je vais dire... par la pollution de la lumière, quoi, en gros. De la Non, non, lumière non, non, artificielle. attention. Non, 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 ils ne sont pas encore là. Non, pas encore là. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on va dire que l'ensemble de l'environnement imposé sur ces 10 dernières années fait que, euh, en Espagne, parce qu'ils ont étudié la question visiblement, eh ben, il y a 10 fois plus de cas de schizophrénie. 5 fois plus en 10 ans. Disons que je réponds à ton Est-ce que l'on sait... commentaire. Oui, vas-y, continue. Je réponds à ton commentaire. Sur toutes les maladies, on a une explosion des cas. Pour l'autisme, ça commence dans les années 90 et c'est vraiment très, très préoccupant le ratio d'enfants qui est touché. En plus, maintenant, on a le trouble de trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça commence à être assez répandu au point d'alerter vraiment. Et puis, alors, je te donne quelques chiffres. C'est des chiffres de 2018. Pour l'Europe, les troubles neurologiques de cet ordre, c'est 800 milliards d'euros par an et ils annoncent un tiers, une personne sur trois, un trouble du cerveau. Ils comptent la dépression grave dedans. C'est très, très préoccupant. C'est-à-dire quoi? Attends. C'est quelle année ça? 2018. 2018. J'imagine, sachant que la crise sanitaire est passée par là,
que les chiffres de 800 milliards ont dû exploser. Je le vois sur la courbe de la schizophrénie en Espagne, je vois une explosion après la crise sanitaire aussi. Mais attention, là, pour ce qui est de dire c'est ça qui fait ça, il faut prendre des pincettes. Comment j'ai fait pour mobiliser l'agence sanitaire? Tu te doutes bien qu'ils ont les mêmes rapports que moi pour ce qui est de l'officiel. Moi, j'ai apporté du nouveau, j'ai enfoncé le clou. Je finis avec ma démonstration. Ce que j'ai fait, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui varie en fonction des mois de naissance. Je vais voir s'il y a d'autres choses, s'il y a des corrélations avec la variable mois de naissance. Et dans mon questionnaire, j'avais demandé la taille des gens. J'avais demandé leur niveau d'études. Je leur avais demandé s'ils avaient des complications à la naissance pendant l'accouchement. J'aurais demandé s'il y avait de l'autisme dans la famille ou des personnes qui étaient surdouées, par exemple, il y a un spectre, il y a comme un continuum entre l'autisme et la surdouance. Figure-toi que quand j'ai fait mes graphiques où je mets les mois de naissance en abscisse, j'ai une double vague qui se crée lorsque je fais figurer la taille moyenne des femmes qui varie de 2 centimètres, mais j'ai quand même une belle variation, ça fait comme une belle sinusoïde. Pareil pour leur niveau d'études, j'ai le niveau de master qui passe de 20% à 10%, etc. Et à 6 mois d'intervalle. Et j'ai les taux de gaucher et d'ambidextre. Ça, c'est vraiment passionnant. J'ai plus ou moins de gaucher et d'ambidextre selon les mois de naissance. Et pareil, ça dessine comme des formes de vagues. Et là, je reconnais la courbe du soleil, en fait, la courbe d'ensoleillement, puisque les jours sont plus courts en hiver. Et ça, je l'ai montré par exemple au docteur Jean-Marc Sabatier, j'en ai parlé au professeur Jean-Pierre-Marc Vergne, qui lui-même, alors maintenant il est à la retraite, mais c'était un pontife de la biophysique et il était lui-même mandaté par le gouvernement pour choisir les experts pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire. J'ai eu des bons retours, mais c'est vraiment un sujet qui bouscule tout le monde, puisque tu te rends bien compte, mois de naissance, Alors, gaucher-droitier, niveau d'études, j'ai personne n'avait pensé quelqu'un, à ça. j'ai un commentaire, parce qu'il y a aussi des commentaires sur Radio Courtoisie, et Oui, continuez à commenter, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous commentez, il n'y a pas de censure ici à Radio Courtoisie. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que tu dis, il dit, voilà, le courant alternatif n'est utilisé que pour les mobiles et les lampes torches. L'autisme a une corrélation avec les retardateurs de flammes, comme l'a été démontré par l'Université de Californie, Riverside, cordialement. et j'ai pas compris en fait pourquoi Parce que la personne euh, dit qu'il n'y a que du courant alternatif. La chose est bien documentée, hein. Je vais fournir, si vous voulez, un article suite bah à alors, l'émission. explique-nous. Alors, réponds à ce monsieur. Il Euh, parle de lampe torche. voilà, je le répète, le courant alternatif n'est utilisé que pour les mobiles et les lampes torches. Et toi, tu as parlé des lampes LED. Et le courant alternatif, il circule dans tous les bâtiments, dans toutes les maisons, dans tous les hôpitaux, dans toutes les écoles. Je ne comprends pas l'objection de l'auditeur. Le problème dont je parle, je ne l'invente pas. Il est connu et j'ai même dans le rapport de l'ANSES, il y a écrit qu'il y a une étude de 1954 qui mentionne en tout cas la caractérisation de la population à risque, etc. Il y a des tests. Moi, j'ai même des études de 1870 sur la vision périphérique, etc. Et ils s'amusaient déjà à faire clignoter des choses. Bon, bref, si vous voulez, l'effet de papillotement existe et il est, si vous voulez, il n'y a pas ils n'ont pas identifié de constructeur de LED spécifique, c'est les modèles d'ampoules. Et en plus, il peut y avoir aussi des problèmes d'incompatibilité, c'est-à-dire que quand vous branchez une ampoule LED au plafonnier, il est possible que le variateur ne soit pas adapté à l'ampoule que vous avez choisie. Non, non, croyez-moi, il y a tout un institut qui travaille là-dessus. Il y a quelques experts dans le monde, mais toutes les études sont alarmantes. Ils disent qu'il faut absolument faire plus d'études là-dessus. C'est confirmé pour les cas de migraine et pour l'épilepsie. Ça, ils le savent déjà. Par contre, je suis le premier à dire il est possible que ça concerne l'étiologie de l'autisme, la schizophrénie, la sclérose en plaques et d'autres troubles. Alors, Pardon. sur cette pollution liée à la lumière artificielle, donc on a 7% de Français
qui en sont sensibles, c'est ça? C'est-à-dire à peu près 5 millions de personnes? Oui, qui sont sensibles aux 20% des LED les plus délétères, c'est-à-dire qui scintillent de 0 à 100%. D'accord. Et donc, parmi ces 7%, euh, on a retrouvé des cas d'autisme ou d'autres maladies? Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que eux, ils en sont à des symptômes de type vertige, Alors asthénie. explique-nous les symptômes bien pour que les gens puissent comprendre. Parce que là, on est un peu technique et revenons un peu sur quelque chose de peu plus trivial, si je puis dire. Vas-y. Asthénie, c'est la fatigue chronique, vertige, perte de concentration. Ils ont fait des tests, ils prennent un groupe, ils leur font passer des tests de compétences psychomotriques, euh, psychomotricité, etc. Et ensuite, ils les font faire plus ou moins le même test, mais avec d'autres ampoules. Et ils ont vu la différence. Ils ont vu la différence. C'est-à-dire Et que... d'ailleurs, à la fin de l'étude, ils Ouais. disent, là, on a testé les gens que 3 heures, mais les gens, ils travaillent parfois 12 heures sous ces ampoules. Donc, ils disent, on est dans un no man's land, vraiment. Alors, c'est-à-dire que les ampoules, on va dire, à l'ancienne, ne provoquaient pas ça, quoi. C'est-à-dire que c'est dorénavant essentiellement les ampoules LED qu'on a imposées. Alors, dire, comment on a imposé ces ampoules LED? C'est quoi? C'est un lobby qui l'a fait? Comment ça s'est imposé dans la société? Euh, Ça s'est imposé pour des raisons économiques parce qu'elle dégage beaucoup moins de chaleur, c'est-à-dire que pour la même énergie que tu transmets dans l'appareil, il y a plus d'énergie lumineuse qui est transmise au lieu de faire tout simplement de la chaleur comme un radiateur électrique. Donc c'est pour ça surtout qu'on a enlevé les anciennes ampoules à filament de tungstène. Et pour ce qui est de ta question, en fait, non, le problème est plus grave puisque, en fait, les lampes type néon que tu avais en classe, ils sont dans les hôpitaux depuis très longtemps, dans les cliniques, etc. Ça, c'est les années 50, 60, 70. Il y a aussi le problème de la fréquence. Avant, il n'y avait pas EDF. Entre 1890 et la création d'EDF, après la guerre, c'était des compagnies privées ou publiques qui fournissaient et qui surtout produisaient l'électricité localement. Et il n'y avait pas forcément une fréquence de 50 Hertz. Des fois, la fréquence était moindre. Il y a eu du 40 Hertz en France. Et donc là, il y a beaucoup plus de gens qui sont touchés, puisque la fréquence est plus basse. Alors, du coup, aujourd'hui, on a combien de hertz par. La France, elle est à 50 Hertz. Et Les donc, ça, pays c'est pas bon non anglo-saxons, plus? plus la fréquence est haute, mieux ça vaut. Et les pays anglo-saxons sont en 60 Hertz. Et ça, par exemple, je pense pouvoir démontrer ce que je dis en calculant des ratios du genre cas d'autisme divisé par cas de sclérose en plaques. Et on va trouver des différences entre le Québec et la France, par exemple. J'ai déjà fait ça, mais je n'ai pas publié Alors, publiquement, mais il y a moyen de le prouver. on va revenir à la pollution de la lumière. Mais j'ai un commentaire d'auditeur. Merci pour votre émission. Votre intervenant est très intéressant. Avez-vous fait un rapprochement avec les enfants injectés durant la crise sanitaire ou injectés, peut-être pas forcément à leur naissance aussi, avec les 11 injections, en fonction de l'âge auquel ils reçoivent leurs injections? Les bébés qui sont injectés très jeunes seraient-ils plus fragilisés? Oui, je pense qu'il y a un lien avec les vaccins. On va dire injection. Oui. Euh, alors, si tu as bien compris mon topo, le scénario, le pire scénario pour un enfant, c'est de naître en septembre-octobre, parce qu'il va avoir ses premiers mois en hiver. Le meilleur scénario, c'est de naître à la fin de l'hiver, début du printemps, pour avoir le moins d'éclairage possible, commencer à calibrer sa vision, son cerveau, et affronter son premier véritable hiver à 6 mois, 9 mois. Donc, si tu vaccines l'enfant, par exemple un enfant qui est né en octobre, je crois qu'on vaccine les enfants au bout de 2 mois, il va être vacciné en plein hiver. S'il est sur le spectre auquel je pense, c'est-à-dire la population susceptible à la chose, il va avoir le décor qui vibre. Ce faisant, ça va le stresser intérieurement. Vu qu'il stresse, il va pas détoxer. En tout cas, sa fonction détox, les fonctions parasympathiques vont être beaucoup moindres. Et donc, il va moins évacuer les adjuvants, etc.,
qu'il pourrait y avoir dans l'injection. Si bien, et c'est ce que j'ai trouvé, et les chercheurs, en tout cas ça colle avec ce que les chercheurs ont trouvé, si bien qu'on aurait, pour résumer, les bébés, il y a des bébés qui sont nés en mars et qui sont devenus autistes. C'est plus compliqué que ça. Mais en gros, on a un pic début d'automne qui est compliqué. Ceux qui ont frôlé le pire, qui ne sont pas devenus autistes, vont probablement avoir un problème de schizophrénie à 18-20 ans. Et ceux qui sont moins susceptibles sont plutôt sur des cas de sclérose en plaques. Et ça pourrait expliquer les ratios hommes-femmes, puisqu'on a plus de bébés garçons autistes que de bébés filles. Et ça s'inverse, si vous suivez mon raisonnement, vers la sclérose en plaques, où on retrouve plus de femmes. C'est-à-dire que ce serait celles qui auraient frôlé le pire, en quelque sorte, qui seraient moins susceptibles. Le phénomène les rattraperait suite à la maturation de leur système nerveux. Et tu sais qu'après 25-30 ans, notre système se ralentit. Et c'est là que je verrai les cas limites qui s'effondreraient. Mais est-ce qu'il y a un lien, oui, est-ce qu'il y a un lien entre l'injection? J'insiste vraiment que tu utilises le terme injection, injecter, machin, et pas ce que tu as dit. Ça, c'est parce que c'est pour des questions ARCOM, enfin, tous ces trucs-là. Le docteur, oui, d'accord. Le docteur Sabatier, que beaucoup connaissent, vous parle du système rénine-angiotensine qui dysfonctionne suite à l'injection. Ce qu'il devrait dire plus souvent, c'est que le système rénine-angiotensine est celui qui pilote la réponse combat-fuite et donc le stress. Moi, je vous parle de stress prolongé. Si vous voulez, pour vous faire une image, et toujours pour ceux qui sont susceptibles, hein, tout le monde n'est pas susceptible à cet effet-là. Mais si vous voulez, vous avez la pollution lumineuse qui serait une couche de stress prolongé et l'injection qui serait un grand coup d'un seul, c'est-à-dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc, j'en viens à ce que moi j'ai signalé à l'ANSM, donc l'Agence pour le médicament. Je leur ai dit, je fais les recherches dont je viens de parler, et je leur ai dit, je suis allé tester mon hypothèse sur les victimes d'effets secondaires. Oui. Je leur ai demandé s'ils étaient gauchers ou droitiers ou ambidextres, et je me retrouve avec trop de gauchers. Et ceux qui m'ont répondu, 90% d'entre eux ont un trouble de la latéralisation. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu plus subtil que gaucher et droitier. Donc, dans l'autisme, on retrouve trop d'ambidextres. Dans la schizophrénie, on trouve trop de gauchers. C'est pour ça que je parle de ces choses-là. Le trouble de la latéralisation, c'est quand ton œil directeur devrait être de l'autre côté ou quand ton pied d'appui devrait être de l'autre côté. Moi, par exemple, j'ai une latéralité harmonieuse. Mon œil directeur est à droite, ma main est à droite. Quand je jette un objet, hop, je montre à la caméra, on est à la radio, mais bon. Et mon pied d'appui est à gauche, si bien que je vais faire des pivots dessus. Imagine un boxeur, il se tient de profil, il offre son flanc gauche, il se protège avec son flanc gauche, il protège son cœur, et il te frappe avec sa force à droite, et il pivote sur son pied gauche. Ça, c'est une latérisation harmonieuse. La plupart des gens que j'ai questionnés, qui répondent à mon questionnaire, ont fait soit beaucoup de sport, mais ont ce trouble-là, soit n'ont pas fait de sport. Et comme je te disais, 90% d'entre eux ont ce trouble-là. Et ce trouble-là, figure-toi, il varie en fonction du mois de naissance. Je me suis amusé à faire ça aussi. Bah alors, du coup, pour les parents qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut leur conseiller au niveau de la luminosité ? Alors, on a compris pour les injections, ça, on a compris. Pour le mois de naissance, on a compris aussi. Mais pour la luminosité, pour la chambre de leurs enfants, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Il faudrait essayer de retrouver des lampes à incandescence. Il y a encore des plateformes qui en vendent, c'est-à-dire que ces lampes-là ont été retirées du marché entre 2009 et 2011. Mais il y a moyen d'en trouver encore sur Internet. Et essayer de trouver, si c'est possible, des ampoules qui sont teintées de jaune, voire de orange. Mais sortir de ce fameux LED.
Parce que vous n'aidez pas la planète, comme on dit, hein. Alors, toutes les LED ne scintillent pas. Il y a un test qui n'est pas 100% fiable, je l'indique quand même. Vous pouvez tenter de filmer avec votre smartphone vos ampoules et si vous avez un mode ralenti, vous allez peut-être pouvoir détecter le scintillement en question. Vous allez voir des bandes noires et blanches qui vont défiler par-dessus l'image que vous obtenez. En fait, l'effet de scintillement, tu l'as déjà vu, Mike. Ouais. Quand il y a des reportages, genre zone interdite, etc., ils vont filmer des bureaux. Tu vois des journalistes ou des informaticiens devant leurs ordinateurs et tu vois sur l'écran, il y a des bandes noires qui défilent. Tu as déjà vu cet effet-là? Oui. Tu le vois aussi quand il y a quelqu'un qui fait un exposé avec un rétroprojecteur et que c'est filmé avec une autre caméra. La caméra arrive à capter un artefact de l'effet auquel je pense. Donc, vous pouvez tenter de filmer vos ampoules. Faites attention à ce qu'il y a dans les salles de bain, les arrières de cuisine, tout ce qui est néon, tout ce qui est un peu atypique, les lumières de décoration, tout ce qui est bon marché, soi-disant. Mais tu comprends l'arnaque, en fait. On vend des lampes basse consommation qui éclairent une fois sur deux. Il y a un problème. Et c'est pas écrit sur le paquet. Personne ne sait ça. À part quelques types au gouvernement qui font des rapports tous les 5 ans. Bon, j'ai commentaire d'auditeur. Bon, tiens, j'ai un commentaire Oui. d'auditeur. Bon, alors d'abord, la première partie, il me donne des conseils sur comment organiser mon émission. Je vous en remercie, j'y prends note. Mais bon, ce qui importe, c'est quand même la deuxième partie du commentaire qui me paraît excessivement intéressante et ce sera bien que tu puisses y répondre. Les vieilles lampes à filaments que la mortifère Union européenne a bannies de nos foyers étaient pourtant réputées pour leur durabilité et leur faible effet de scintillement. Est-ce correct? Alors, est-ce que c'est vrai ça? Pour l'effet de scintillement, c'est correct. Ça scintille très peu. Par contre, pour la durée de vie, je pense que les LED l'ont emporté. Je pense que Malgré tout. l'argument est simple. Bon, en tout cas, c'est l'Union européenne qui a imposé, en gros, j'imagine avec le lobby derrière, la lampe LED. Oui, mais si tu veux, je pense pas. Si tu veux, si j'ai raison, si scandale sanitaire il y a, et tu te doutes qu'il est énorme, et les gars à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, je leur ai donné du boulot, ils vont pas dire du jour au lendemain que j'ai raison, ils vont devoir faire plein de recoupements, etc. Ils vont devoir faire mon étude, je l'ai fait sur Facebook, moi, eux, ils vont devoir avoir des données officielles. Bref, ça va être tout un truc. Le seul problème que j'ai avec eux, c'est qu'ils communiquent pas avec moi. Je comprends même pas pourquoi c'est le cas. Ils auraient même dû m'embaucher, et, même faire des réunions, quoi. Je sais pas. Enfin, Ah, il faut envoyer tu ton peux CV aussi, du coup. non, mais l'organisation des signalements, des plateformes sécurisées, etc., en fait, c'est presque contre-productif à un moment donné. C'est-à-dire que je leur apporte du nouveau. C'est pas, si tu veux, il y a Bon, ces plateformes-là, c'est quand tu as quelqu'un qui fait une décharge sauvage et que tu vas le dénoncer et tu vas sur cette plateforme-là. Moi, là, c'est un scandale national, international. alors, je vais continuer le commentaire de notre ami. Personnellement, je n'apprécie que modérément les ampoules actuelles, beaucoup plus onéreuses que les anciennes, et la durée de vie plus brève. Bon, enfin, la durée de vie n'est pas plus brève. Et quid de la luminescence et du scintillement des écrans, ordinateurs, téléphones, téléviseurs, écrans plats, etc. Le pire, ce sont les nouveaux phares et projecteurs à LED ultra éblouissants et limite aveuglantes qui équipent les voitures actuelles. Je le subis chaque fois que je conduis de nuit. Je me protège en ajoutant des verres jaunes sur mes lunettes de vue. Que répondez-vous à ces interrogations? La plupart des personnes, quand je leur demande dans mon questionnaire quelle source vous gêne, euh, quasiment tous me répondent les phares de voiture. Ensuite, c'est la lumière du jour qui commence à devenir difficile, en tout cas pénible au quotidien. Des fois, le ciel est voilé, etc. Et puis, le soleil est plus à l'horizon en hiver. Donc, on est davantage ébloui puisqu'il est souvent dans notre champ de vision. Pour ce qui est de l'auditeur, oui, je le rejoins. Il y a eu le rapport de l'ANSES mentionne les fameux phares LED pour les voitures. Ils essayent de faire des normes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que
tous les humains ne sont pas égaux par rapport à la lumière. C'est-à-dire que Alors ça on a moi, compris, mais allons voilà, allons sur vraiment je veux vraiment que tu répondes à la oui, question, de l'auditeur. Voilà, qu'est-ce que tu voilà, heu, que répondez-vous à ces interrogations? Donc voilà, la luminescence du scintillement des écrans, ordinateur, téléphone, téléviseur, écran plat ah oui, et pardon pour les voiture. écrans. Pour les écrans, j'en ai un peu parlé tout à l'heure en te demandant si tu te rappelais d'avoir vu l'effet en question sur les écrans. Je pense que le pire, c'est quand on avait les anciennes télés cathodiques, les grosses télés, hein. Ouais, Alors, pour faire court, je vous conseille pour les écrans d'acheter, enfin, si vous voulez racheter un ordinateur, optez plutôt pour un PC portable, donc qui ne sera pas relié en 50 Hz, donc qui sera sur la batterie. LCD, donc c'est les cristaux liquides. Et vous pouvez même taper Flicker Free. Donc, c'est qu'ils sont au courant, hein, s'ils vendent des ordinateurs sans effet de scintillement, c'est qu'il y a un problème. Et qu'est-ce ça, que, c'est nouveau. heu, moi voilà, j'ai 43 ans, bientôt 44. Je travaille, évidemment sur ordinateur, je j'habite Paris. Heu, Qu'est-ce que à terme, cette pollution lumineuse, je pense pas être sensible à ça, je peux pas enfin, je veux dire, je peux pas je ne fais pas partie de ces 7, mais malgré tout, je subis quand même la pollution, lumineuse. Qu'est-ce qu'à terme, ça peut provoquer chez moi, par exemple? Alors, pour ce qui est de la population en général, heu, je parle plutôt de l'éblouissement. Donc déjà, tu es à Paris, tu as toutes les publicités, les phares, tas de choses qui clignotent, des reflets. Donc ça te fatigue. C'est ce qu'on appelle l'attention exogène. Tu as pris l'habitude depuis très longtemps, mais si ce n'était pas présent dans ta vie, tu serais moins stressé, donc en meilleure santé. Il y a le problème des écrans. Les gens utilisent les écrans beaucoup trop rapidement. Il y a la question, et désolé encore une fois pour le terme, du scrolling, défilement en français. Vous voyez les gens faire défiler des photos, défiler des textes, et en fait, ton cerveau ne sait pas ce qui se trouve à la suite de ton défilement. Tu fais défiler des textes et des images, ton cerveau est surpris à chaque fois. Et si tu vas trop vite, si tu veux, chaque ligne de texte, c'est une ligne noire qui est séparée par une ligne blanche, puis une ligne noire. Et en fait, tu te fais un effet jour-nuit, 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 à une cadence très, très rapide, en fait. C'est-à-dire que j'imagine que l'organisme ne comprend pas, il se dit: «Ah, je suis le jour, est-ce que je suis la nuit? Est-ce que» et ça doit le déboussoler, c'est ça que j'imagine, Là, je te parle plutôt de l'effet de surgissement. Je le fais à la d'accord. caméra pour ceux qui auront la rediffusion, tu vois. Ton cerveau ne sait pas que ma main va surgir par la droite de l'écran. Quand tu regardes un écran, c'est comme si tu voyais à travers une fenêtre. Imagine à ton salon, il y a une fenêtre et il y a des tas de gens qui arrêtent pas de passer. Et ton attention va être attirée par ta fenêtre. Ça va te déconcentrer pendant que tu travailles à ton bureau. Ça, c'est l'attention exogène, on parle de ça. Oui, les neurologues parlent de ça. Et donc, ça peut faire de l'adrénaline, tout simplement. Et ça pourrait expliquer pourquoi il y a de la nervosité chez les jeunes, etc. Ils ont du mal à s'inhiber. Et oui, oui, mon Parce qu'ils explication, sont ça va loin. constamment en adrénaline, c'est-à-dire constamment, sur les aguets, si je puis dire. Il y a le système de récompense qui est axé sur la dopamine, mais moi, je pense qu'il y a de l'adrénaline aussi dans le cocktail. Et donc du coup, on crée une société, pas que avec des jeunes, mais une société dans son ensemble, qui est peut-être agressive. Oui, oui, je pense qu'il y a une autre chercheure qui parle des écrans et elle parle d'une hypoperfusion cérébrale, c'est-à-dire que quand tu as peur, quand tu stresses, ton mode animal, la réponse combat-fuite, envoie ton sang dans tes jambes et dans tes bras pour te préparer au combat. Si ton sang file vers le bas, c'est qu'il y en a moins en haut, à l'étage du dessus. Donc, pareil pour Alzheimer, il parle d'hypoperfusion cérébrale prolongée chronique. Euh, la migraine, c'est ton sang qui remonte dans ton cerveau. S'il remonte, c'est qu'il est descendu. Moi, je pense que. Et alors, pour répondre ultimement,
puisque j'ai quand même parlé de questions graves, hein. J'ai conscience que c'est très grave, hein, ce dont je parle. Autisme, schizophrénie, sclérose en plaques, ça brise des vies. Attention, hein, je suis pas là pour. Si j'avais pas été prévalidé par le gouvernement, je serais pas en train d'en parler comme ça à la radio, hein. Je pense que c'est la calibration du cerveau. Je pense qu'il y a une saturation du système nerveux central via une saturation de la fonction visuelle. Et je peux mentionner, si tu veux bien, Co- un livre pour ceux qui veulent aller plus loin, voir les médecins D'accord? experts. Dis-moi. Je vous signale le livre du professeur Christian Marendaz, Marendaz, qui était au CNRS, il est à la retraite maintenant, et il a écrit un livre dont le titre est à rallonge, mais vous allez retrouver en tapant Du regard à l'émotion. Quand tu parles de saturation, voilà, du regard à l'émotion, le professeur, professeur comment? Marendaz. Warren Daz, euh, quand tu parles de saturation visuelle, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, si tu veux, si j'ai raison et que le décor vibre, ça fait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, Oui, jour, nuit, jour. La fonction de détection, là tu me vois à travers la caméra, les oui, gens voient pas, ils sont à la radio. Si tu me vois, c'est parce que j'ai une chemise plus ou moins grise oui, et que le fond est plus ou moins vert. Et il oui. y a une différence. Si tu avais une image noir et blanc de moi, tu pourrais toujours me distinguer grâce à ce contraste. La détection, le discernement des contrastes, c'est le début de la vie. L'enfant ne sait pas voir au début. Il ne connaît pas la trois dimensions. Il ne connaît pas la gauche et la droite. C'est tout un truc. C'est vraiment un miracle, en fait. Nous, on se lève le matin, on ouvre les yeux, on voit, c'est acquis. Alors qu'en fait, c'est une question gravissime. Donc, les écrans pour les nouveau-nés, ça devrait être interdit. C'est-à-dire que tu fausses la calibration dans la réalité du sujet. Oui, mais justement, C'est un les truc- parents aujourd'hui, parfois pour se débarrasser des pleurs de leurs enfants, les mettent, enfin, très souvent, je le remarque très souvent, hein, les mettent face à des écrans. Et donc ça c'est criminel quasiment de le faire. Il y a un pays qui en a fait un crime, je ne sais plus quel pays d'Asie. Et ça, par contre, vous n'avez pas besoin de moi, vous pouvez contacter des collectifs qui sont dédiés à la Donc sensibilisation. pas d'écran pour vos enfants. Tu Pas d'écran, confirmes? pas d'écran avant 3 ans. Les pédopsies, les pédiatres qui parlent de ça sur Internet et ailleurs, ils disent pas d'écran avant 3 ans. Et même pas d'écran tout court à titre personnel jusqu'à la majorité, si c'est possible. C'est encore mieux Voilà, si on pouvait faire en sorte que le système nerveux arrive à maturation. bien sûr. Parce que moi je rappelle à nos auditeurs, hein, que les grands milliardaires de la Silicon Valley qui travaillent sur les écrans, voilà, qui nous imposent l'écran, eux, leurs enfants, ils n'ont pas accès aux écrans. Est-ce que t'es bien d'accord avec moi? C'est au MIT, ouais. On a eu l'info il y a quelques années, ouais. Voilà, donc eux, voilà, ces grands milliardaires, ils disent à leur môme, non, non, vous aurez pas de tablette, vous aurez pas de smartphone, vous aurez pas tout ça. Ça, c'est pour nos clients du peuple, hein. C'est pas pour vous. Voilà, donc si ces gens-là font comme ça, ben faites comme eux, hein, parce qu'ils savent, hein, ils ont compris, hein, c'est eux qui travaillent dessus. Oui ou non, Guillaume? Oui. Et je vous dis, ils sont pas prêts d'annoncer ça de manière plus officielle, puisque moi, ça bloque depuis 1 an. Et c'est catastrophique. Vraiment, Alors, c'est, bah fini, termine. Bon, c'est catastrophique. je suis très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise avec cette question-là, puisque si tu veux, je sais que j'ai soulevé un sacré lièvre, et même la Commission nationale de déontologie n'échange pas avec moi, alors qu'elle est censée veiller au bon traitement de mon signalement. Donc, je comprends que ça les embête. Néanmoins, ça n'a rien de très sophistiqué, ce que j'annonce. Et puis, de toute façon, les autres chercheurs vont trouver ce que j'ai trouvé, à savoir ces corrélations entre le niveau d'études. L'intelligence artificielle va trouver ce que j'ai trouvé. C'est histoire Alors, de moi. ah bah tiens, Sylvie, venez, Sylvie, venez, Sylvie. Alors merci à vous, continuez à nous soutenir parce que voilà, vous avez des émissions
libre comme celle-ci. Sylvie, vous allez écouter sa voix suave, et elle va nous lire les questions qu'elle a écrites, mais malheureusement, je n'arrive pas à relire. Franchement, c'est dur. Allez-y, Sylvie. Au sujet des phares de voiture, je confirme qu'il y a des phares trop éblouissants et je m'étonne toujours de la raison qu'avancent les constructeurs automobiles, dans leur majorité, en expliquant que les feux des voitures doivent être allumés en plein jour. Alors, Ben, j'en souris parce que ça m'a rendu dingue aussi la dernière fois. Je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte. Il était 9h30, 10h du matin et tous les feux étaient allumés. Alors, c'est pas les pleins feux, j'ai l'impression, mais ces fils de voiture, même le matin, de jour, avec les phares, oui, c'est. En tout cas, moi, ça me dérange. Oui. deuxième question, Sylvie. Alors, une réflexion que je soumets au patron d'émission, les phares des voitures ont des ampoules LED et dans les pays scandinaves, on roule toute la journée en code. Alors, qu'est-ce que c'est en code? C'est quoi la ce que je dis. différence? C'est pas les pleins phares, mais voilà, c'est juste en dessous et c'est déjà bien assez. Hein. Tiens, troisième question. On avance beaucoup que ces ampoules LED consomment moins d'énergie en éclairant davantage. Est-ce vrai? Alors, Oui, alors technologiquement, c'est vrai. Et en effet, elles ne dégagent pas de chaleur. Donc, en fait, le trop-plein de chaleur qu'on avait, on a réussi à le convertir en lumière. Donc, on a un meilleur rendement énergie électrique, énergie lumineuse qui sort. Non, là, il n'y a pas d'objection a priori. Le problème, en fait, c'est que justement, on a réussi à faire cette prouesse technologique, mais en plus, on est allé au-delà, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on va les allumer une fois sur deux. Et là, je dis non. Là, je dis non, pourquoi? ça va trop loin. Si tu allumes une fois sur deux, tu as 2 fois moins d'énergie qui est engagée. Par contre, comme je te dis, ta vision normale n'arrive pas à le percevoir, ce fameux effet stroboscopique. Il y a aussi un autre truc. Ils vous font des... Et là, je vais encore dire un terme anglais, je suis navré. Dimmable, D-I-2-M-A-B-L-E. En français, ça veut dire atténuable. Vous allez sur le magasin en ligne, vous choisissez une veilleuse, par exemple, pour lire. Et vous avez un mode atténuable. Et en fait, ce mode atténuable, ce qu'il fait, c'est qu'il ne baisse pas l'intensité lumineuse, il, il, euh, il augmente le délai entre chaque pulsation. Donc, il y a encore plus de problèmes, je dirais. C'est bien, c'est bien ce qu'il a dit en anglais. Hein? Oui, dim, ça veut dire atténué. Ah en voilà, parce effet. que ancienne prof d'anglais, hein. Donc voilà, elle vous écoute. Hein. Allez-y. Alors, dans d'autres pays également, les voitures circulent avec leurs phares allumés. Et même aux États-Unis, d'où je reviens, ils circulent non seulement avec les codes, mais avec les phares en plein jour. Et ça éblouit complètement, en plein jour. Pas toujours, mais Mais souvent. on le demande aussi en France, non? Oui, en France aussi, dans d'autres pays également. Donc le fait de demander d'aller avec ses phares allumés, c'est une pollution de lumière. C'est aberrant. Je ne sais pas si c'est dans le code de la route, si c'est vraiment une loi, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un système dans la voiture qui soit met les phares par défaut. Peut-être qu'il faut aller dans les réglages. Je ne sais pas, il faudrait demander ça à quelqu'un qui s'y connaît mieux. En tout cas, le fait de laisser allumer en plein jour ses phares, c'est mauvais. Je trouve ça absurde et je pense qu'ils doivent mentionner des raisons de sécurité, c'est-à-dire qu'on est plus vigilant. Mais si tu roules à 60, 70, 80, au niveau de la fréquence de feu que tu croises dans ta vision périphérique, oui, ça te fatigue. Peut-être même que c'est l'inverse. Si ça se trouve, ça peut même créer des accidents, en fait, si on y réfléchit. Alors une petite question. Oui, mais souvent dans les voitures, on met le contact et ça, automatiquement, ça allume les phares. On n'a pas le choix. Ah. La voiture de ma fille aux États-Unis, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Bon. Elle n'a pas le choix. En tout cas, merci, chère Sylvie. Hein? C'était un petit baptême de l'air. Non, c'est bon, j'arrive à le lire là. Ah, bon, très Faut-il revenir aux ampoules anciennes? Là, c'est le seul truc que j'ai réussi à lire. Allez, à tout de suite, chère Sylvie. T'exagères. Voilà, vous retrouvez Sylvie. Elle prend vos coups de fil. Alors, faut-il revenir? Merci beaucoup, Sylvie. Faut-il revenir aux ampoules anciennes? Alors, je vous ai indiqué ça parce que vous me demandez quoi faire au mieux. Mais il faut savoir que toutes les LED ne scintillent pas. Le vrai problème, Mike,
c'est qu'il faut qu'il y ait une norme qui soit établie en la matière et que ça figure sur les paquets et Mais qu'il y ait des annonces à la bien sûr. télévision, quelques Mais alors, sujets à la télévision pour expliquer aux gens, regardez bien sur les paquets, nanani nanana. mais pourquoi ça scintille? Est-ce que c'est pour des raisons de coût? Est-ce que peut-être c'est fait sciemment parce que voilà, il faut provoquer des choses? Pourquoi est-ce que ça scintille, certaines scintillent plus que d'autres? Alors, je ne vais pas dire que toutes les lampes qui sont classées AA+, je ne sais pas quoi, basse consommation, scintillent à 100%. Je dis juste que ça devrait être mentionné. Pardon, mec, je me suis perdu. C'est le matin, je suis fatigué. Tu peux me remettre la Pourquoi question? est-ce que ces ampoules LED scintillent, certaines scintillent plus que d'autres? Est-ce que c'est fait pour des Oui, raisons économiques ou est-ce oui, que c'est fait parce que voilà, il oui, faut pardon. provoquer quelque chose sciemment? Je pense qu'un fabricant qui se débrouille pour qu'il y ait 2 pics lumineux espacés d'un certain temps que tu n'arrives pas à percevoir afin qu'il puisse annoncer des rendements énergétiques plus favorables est une arnaque. Voilà, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je viens chez toi, je te dis: «Tu veux éclairer ton salon le soir?» Tu me dis: «Ouais, c'est génial comme idée». Sauf qu'en fait, je l'éclaire une fois sur 2 et je te dis: «Ça va pas te coûter cher en plus, tu vas faire des économies». Alors, feu de jour obligatoire en Union européenne depuis 2007. Voilà, Ah oui. donc c'est obligatoire. Voilà, D'accord. les feux de jour, c'est fou, hein? Bonjour, sujet très intéressant, merci à l'invité pour son abnégation. Cependant, sur la corrélation avec le mois de naissance, je ne comprends pas bien. La luminosité naturelle varie également, pas seulement l'éclairage artificiel. Pourquoi favoriser la variable lumière artificielle sur la variable lumière naturelle? Parce que la lumière naturelle ne peut pas, a priori, vous détraquer au point de déclencher une schizophrénie 18 ans après votre naissance. Si vous voulez, moi, je parle d'une électrocution optique. Tout signal lumineux est transformé en électricité. Donc, écoutez, j'en ai parlé à non pas des experts, puisqu'il n'y en a pas vraiment, mais des types comme le docteur Jean-Marc Sabatier. Il m'a dit, c'est prometteur, c'est prometteur. Je peux pas. Si vous voulez, pour les histoires de corrélation, il faudrait que j'aille plus loin. Il faudrait que je vous explique, et ce serait des arguments secondaires. Par exemple, le lien. Vous avez par exemple un tiers des personnes diagnostiquées autistes qui sont épileptiques. Vous avez aussi un lien entre l'épilepsie et la schizophrénie. Il y a un double facteur de risque qui est partagé entre ces deux populations. Euh, et puis, cette histoire de... Pardon, je reviens sur Oui, cette... oui. les biologistes, je vous l'ai dit, ils ont pensé à une déficience en vitamine D quand ils ont vu ces fluctuations saisonnières. Ça tient pas, ça tient pas. Et puis maintenant, ça ne tient... L'hypothèse est caduque puisque j'ai montré que le niveau d'étude, le fait d'être gaucher ou droitier, variait en fonction du mois de naissance. Donc, on ne peut pas expliquer ça avec de la lumière naturelle. Mais oui, en ce qui concerne le fait que les journées en hiver soient plus courtes, que le soleil soit plus à l'horizon et donc plus souvent dans votre champ de vision, je pense que ça déclenche les maladies hivernales. Mais si tu me lances sur la virologie, je vais le faire avec un médecin. Je te donnerai mon adresse de page Facebook et YouTube. D'accord. Et si des gens sont intéressés, je fais une chronique avec un médecin où on va essayer de reprendre tout le sujet de manière approfondie, les épidémies de grippe espagnole, ça, on va repartir depuis le début. Alors, attention, les douilles récentes ne supportent plus les ampoules à incandescence au-delà de 100 watts. Intéressant. Donc, il y a des problèmes de sécurité si on fait n'importe quoi. Ça Voilà. pourrait s'inflammer ou je sais pas quoi. Donc on peut plus revenir en arrière, visiblement. Il va falloir trouver des bricoleurs. D'avance, je donnerai mon mail à la fin de l'émission, si tu veux bien. Bien sûr, on fera tout ça, ne S'il y a des t'inquiète pas. médecins
s'il y a des médecins, peu Ben, importe. commence Si déjà, vous tiens, avez on va le faire plusieurs fois. Donne ton mail tout de suite et on le fera aussi à la fin de l'émission. Donc c'est Guillaume Brun. Mon mail, c'est animal, Brun, tiré du voilà, Guillaume 6, Brun, voilà, animal, animal, tiré du 6, intérieur, sans accent, arrobase, protonmail.com. Proton, c'est Proton. voilà, animal, tiré du 6, intérieur, sans accent évidemment, arrobase, protonmail.com. Bonjour, et que dire de l'imposition des écrans dans les classes de nos enfants? Quelles conséquences sur leur santé? Vous avez le livre, plutôt les ouvrages de Michel Desmurger sur la question. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'école du numérique n'a pas tenu ses promesses, et ce même jusqu'à des niveaux en faculté. Une perte du discernement, une perte de concentration, et tout cet argumentaire est très bien développé sur Internet par des gens comme lui. Est-ce que Moi, la ce à quoi- recrudescence, est-ce que cette fameuse recrudescence des ce qu'on appelle des troubles du comportement, Ouais, TDAH, l'hyperactivité, enfin voilà, c'est des troubles qu'on connaît maintenant. Hein. Je veux dire, il y a 30 ans, ou plutôt ouais, 35 ans quand j'étais môme, on n'en parlait pas de ces fameux troubles. Est-ce que ouais. tout ça est lié? Dans mon hypothèse, c'est la suite du spectre. C'est-à-dire que il y a des sujets qui sont plus ou moins susceptibles, c'est des couches plus ou moins susceptibles. Et je pense que ce qu'il y a de plus léger, c'est oui, ces phénomènes d'attention et d'hyperactivité. Alors, et puis, il faut savoir quelles sont les conséquences de ces problèmes d'attention, d'hyperactivité, etc. C'est, in fine, les grands labos qui viennent avec leur cachet et leur protocole médical en disant Monsieur, madame, votre enfant a besoin de nos médicaments. C'est ça, hein. Il y a ça derrière. Ouais, il y a tout ce volet-là qui est préoccupant. Si tu veux, les spécialistes de la question des écrans, ils disent que ça crée des traits autistiques, ce qui ressemble à de l'autisme. Vous avez même le terme autisme virtuel à une époque. Euh, Moi, je vois les éclairages comme une mitraillette, si tu veux, auquel tout le monde n'est pas susceptible. Et les écrans, ce serait l'équivalent d'un pistolet. Les écrans, les changements de plan, hein, la caméra filme les deux acteurs qui sont en train de parler, et puis la caméra d'un coup zoome sur l'un, puis zoome sur l'autre, etc. Ça passe à un décor. Ces changements de plan ne sont pas anodins. Si ça arrive trop vite, comme les clips de musique ou les pubs, euh, la vision, c'est plus de 50% des ressources du cerveau qui sont mobilisées. Donc, si vous voulez vous fatiguer, regardez des clips sur les chaînes de musique pendant plusieurs heures. Et moi, je peux vous dire que ça me déclenche des symptômes Mais pendant 3 jours d'affilée euh, après, même euh, des spécifiques. c'est vrai qu'on remarque aujourd'hui, pour parler peut-être de cinéma ou des clips, euh, c'est que dorénavant, et même les vidéos YouTube, dorénavant, il y a énormément de montage, de coupes. Par exemple, dans les vidéos YouTube, j'ai remarqué une chose, c'est que nos jeunes compatriotes ne peuvent plus voir une vidéo, ne peuvent plus regarder plus de 2-3 minutes une vidéo qui n'est pas montée. Dans le Ah sens oui, où je le sais parce que je sais monter des vidéos. C'est-à-dire que à chaque respiration, par exemple, après un mot, il y a une coupe et on enlève la respiration. Ce qui fait que oui. lorsqu'on voit une vidéo, il y a une coupe. Voilà. Et donc du coup, nos jeunes ne peuvent plus voir de vidéos sans ces fameuses coupes. C'est-à-dire que des films anciens, je sais pas moi, d'Yves Montand, de Simone Signoret, de Jean Gabin ou que sais-je, calme avec des plans, avec un plan qui peut durer 2-3 minutes, etc. Un môme aujourd'hui ne peut pas le voir. Et même un jeune. Hein. Ouais, ils doivent avoir comme un moment de flottement. Ils sont accros à la dopamine, à l'adrénaline, je pense. Et le problème, à mon avis, c'est quand ils vont avoir 30-35 ans, que leur métabolisme sera moins résilient, risque d'avoir des problèmes. Là, c'est le carême. Essayez de faire un jeûne d'écran
j'ai des témoignages, en moins d'une semaine, 2 semaines. Les gens retrouvent une certaine lucidité, une certaine sérénité, une fluidité dans leurs pensées, et cetera. Alors, j'ai une dame qui nous dit: «J'ai été victime d'une électrisation avec mon ordinateur Mac Pro. J'ai toujours mal aux doigts et des palpitations. J'ai dû passer une IRM qui a montré que j'avais de l'eau dans les doigts». C'est fou ça. Une idée. J'aurais aimé parler de Ben l'électro-hypersensibilité. vas-y, vas-y. Il y a quelque chose qui ne se sait guère, c'est que l'Institut du cerveau en Suède, en 1997, a pris une vingtaine de personnes qui se déclaraient électro-hypersensibles et les chercheurs les ont exposés aux lumières classiques en 50 Hertz. Euh, et ils ont mis des électrodes sur leur rétine et en plus des électrodes sur leur cerveau. Et ils ont remarqué, comparé au groupe témoin, qu'il y avait des réactions électriques dans leur cerveau. Donc, il est probable que les électrosensibles sont sur le spectre auquel je pense et que les éclairages les mettent dans un... Pardon, l'effet de scintillement les met dans un état d'hypervigilance en sourdine et il déclare des intolérances, des allergies. Et les ondes sont une allergie comme une autre, je dirais. C'est-à-dire que le cerveau finit par identifier le stimulus en question comme un signal de danger, associé au danger. Il y a Après, il y a un cercle vicieux qui se crée. il y a quand même beaucoup de commentaires de gens qui affluent là, actuellement Oui. et ça montre qu'en effet, voilà un sujet dont personne ne parle et qui en réalité cause des dégâts importants, sur l'organisme des gens, quoi. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est un tabou ce sujet? Moi, je le vis très mal parce que là, au bout de 2 ans et demi, c'est non seulement éreintant, mais très stressant parce que je n'ai pas d'échange avec les acteurs de la santé officiels. Tu te doutes bien, j'ai envoyé des tas de mails à des tas d'associations, etc., etc. Et les gens c'est pas qu'ils sont sceptiques, mais ils ne savent pas quoi faire. Ça les dépasse. Ils aimeraient bien avoir, alors, Oui, mais ultimement, j'aimerais on bien. peut déjà alerter les gens comme tu le fais et ces associations peuvent, heu communiquer justement sur ces problèmes, ce qu'elles ne font pas visiblement. Alors, s'ils m'entendent, ils doivent savoir qu'ils peuvent devenir ce qu'on appelle facilitateurs. Ils peuvent se joindre à mon signalement pour mettre une pression passive sur les agences sanitaires. J'ai appelé le ministère de la Santé. Le type a halluciné. Il m'a dit, mais vous êtes quel groupe? Je lui ai dit, je suis lanceur d'alerte, je suis une personne physique. J'ai cru qu'il ne me comprenait pas, le gars. Il m'a dit, oui, j'ai compris, mais normalement, vous êtes un groupe. Il m'a dit, c'est hallucinant que vous êtes toute seule pour ce truc-là. Donc, je suis en discussion avec la présidente d'une grosse association pour la sclérose en plaques. Bon, Voilà, en tout c'est en cas, cours. j'espère que, l'émission de ce matin va quand même déboucher sur d'autres, émissions, d'autres chaînes YouTube, ou peut-être de médias subventionnés. Alors, j'ai des commentaires. Tout cela ne fait-il pas que confirmer une fois de plus que le pouvoir économique mondialiste a besoin d'abrutir l'humanité par tous les moyens afin de la gouverner tout en dirigeant un business pharmaceutique qui représente la deuxième masse monétaire mondiale après les armes de guerre? Je suis partagé avec. J'ai donné hein, dans le complotisme, etc. Je suis pas. Je sais pas. J'ai pas un esprit binaire. Hein. Je pense que la plupart, s'il y a une élite, je pense pas que les ministres, les députés français font attention à l'effet de scintillement et à savoir dans quelle pièce ils se rendent. Je pense pas qu'ils ont le Enfin, eux, détecteur. c'est pas la vraie élite, hein. Non, mais je veux dire, même les mecs d'Hollywood, par exemple.
Je pense que les magiciens, les illusionnistes, tout ça, s'ils pouvaient m'entendre, ils seraient pas surpris. Ils diraient, ouais, histoire de contraste, tout ça, arriver à flouer le cerveau. Mais non, je pense pas qu'il y ait une volonté de mettre de l'effet de scintillement un maximum. Je serais pas surpris par contre que les fabricants le sachent et qu'ils sachent très bien que ça donne des migraines et que c'est dangereux pour les personnes épileptiques, etc. L'autisme, la schizophrénie, ce dont j'ai parlé, là vraiment c'est novateur de ma part. C'est-à-dire qu'on attend la validation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui va faire des études pour Mais confirmer ça. malgré tout, malgré confirmation ou pas confirmation, protégez quand même vos enfants. Euh, ne, euh, ne les mettez pas face à des écrans. Alors, Et oui, pardon Mike, je tiens à le signaler. Je fais pas ça pour monter une chaîne YouTube. Je fais pas ça pour devenir connu vraiment. Là, c'est un devoir que j'ai de citoyen d'annoncer. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 délais de 3 mois qui sont donnés à l'agence pour donner les diligences, ce qui est entrepris, etc. Ça n'a pas été respecté. Moi, j'ai le devoir de le faire, de prévenir la population. Maintenant, ma mission est accomplie. S'il y a des médecins, s'il y a des neurologues, s'il y a des gens des associations, s'il y a des électrotechniciens qui veulent fabriquer des lampes, qu'ils me contactent. alors comment te contacter? Ton mail? J'ai donné mon mail, Ben, on va le donner 3 fois. Allez, encore 2 fois, et encore une fois, et puis après on va le donner à la fin de l'émission. Vas-y. animal-du-6, intérieur sans accent, @protonmail.com. Alors, commentaire d'auditeur. Les lampes torches sont alimentées par des piles qui fonctionnent sur un courant continu. Ne pourrait-on pas éclairer nos maisons avec ce même... voilà, Oui. avec Alors, ce même courant, pardon. oui, c'est ce qu'il faudrait utiliser, du courant continu. Le problème du courant continu, c'est le fait de le transmettre sur des kilomètres, etc. Et puis, il faudrait retransformer le courant alternatif, etc. La plupart des LED sont alimentées en continu. Toutes les LED ne scintillent pas. Il y a des très bonnes LED qui scintillent pas du tout. Le problème, c'est que c'est pas écrit sur le paquet. Je pense que si on écrivait sur le paquet cette LED ne scintille pas, les gens achèteraient et puis c'est tout. En fait, le problème est très simple. Je suis pas sûr d'avoir répondu à toute la question. Voilà, est-ce que... bah, en partie, parce que visiblement, il y a quand même une contrainte technique d'éclairer... Parce que là, on parle des torches avec des piles, mais Ah est-ce oui, qu'on pardon. pourrait mettre des piles chez soi? Ça, c'est peut-être... Les torches, j'ai une amie qui m'a montré une torche. Je l'ai passée avec mon détecteur et ça n'allait pas. Ah, C'est-à-dire qu'il peut y avoir une pile, en effet, donc du courant continu, mais qui est envoyée sur un variateur électronique qui lui fournit des pics lumineux. donc Donc, on est emprisonné, en gros. On peut pas... c'est c'est la roulette russe, en fait. Ce n'est pas écrit sur le paquet. C'est Ça est-ce devrait. que nous... en gros, c'est est-ce que... là où c'est aussi la roulette russe, c'est est-ce qu'on a la chance de pas être sensible ou pas, en gros? Est-ce que nous, en tant qu'organisme, on va dire, c'est ça? Alors, c'est subtil. J'essaye de trouver des critères diagnostiques. Par exemple, je pense que toi, tu as les yeux marrons. Oui? Il n'y a pas du vert en périphérie sur tes yeux. Non, je crois pas. Non. Et donc, ça, c'est déjà bon signe. Moi, quand je demande aux gens la couleur de leurs yeux, il y a beaucoup trop d'yeux verts. D'accord. Et les yeux Ils sont bleus, sensibles. les yeux bleus sont sensibles aussi. Je pense que c'est une question, si tu veux, quand le rayon est tangent, qu'il arrive sur le côté, ça, ça diffuse mieux dans l'œil la couleur claire. Tu le vois d'ailleurs sur les photos, des fois, la couleur de l'œil s'éclaire. D'accord. Alors, bonjour. En astronomie, les LED masquent la Voie lactée et les corps célestes. Les lampes allumées toute la nuit font tournoyer les insectes et les tuent par épuisement. Les écolos parlent-ils de ces nuisances? Merci, émission très intéressante. Je ne sais pas si c'est des écolos, mais j'ai contacté une association qui est dédiée à cette problématique, oui. Et c'est des astronomes. Je pense que monsieur... merci. Je pense que monsieur pense aux écolos politiques, c'est-à-dire les Rousseau Oui, et compagnie, quoi. oui, bah, il y a des astronomes écolos. J'en ai eu un dans mon département. Bon.
Donc, voilà, donc ça provoque l'épuisement aussi, parce qu'il y a la nature. Là, on parle de l'homme, mais il y a aussi la nature derrière qui est polluée à cause de cette luminosité. J'ai même une étude qui montre que selon les insectes, ils arrivent à capter l'effet de scintillement. Je Ah mets oui? ça. Ouais, c'est fou, en fait, il y a tout sur Internet. Toutes les études sont faites, mais bon, ça reste une niche, hein, attention, il n'y a pas 15 000 chercheurs sur ces questions. Ah! J'ai un long commentaire, je crois peut-être un militant de la LED, donc je vais lire ce commentaire. Les LED consomment 10 fois moins que les meilleures lampes à filaments. Les LED qui ne durent pas sont soit mal conçus, soit mal installés et ne peuvent se refroidir, soit avec une alimentation de mauvaise qualité avec des condensateurs pas chers. Si on supporte mal une fluctuation de la luminosité, c'est plutôt par un effet épileptogène qui est bien connu depuis longtemps et qui est même utilisé pour détecter la sensibilité et le risque chez les pilotes. Mais la fréquence épileptogène est beaucoup plus basse que celle des alimentations de LED. Et ce sont plutôt les lampes tubes fluorescents qui sont en cause, fluctuant sur le secteur. La faible luminosité des mois d'hiver est bien connue depuis les années 90 pour entraîner des dépressions saisonnières hivernales. Le problème principal des LED réside dans la haute luminance de la zone émettrice très petite. Là encore, c'est une question de qualité de construction de l'appareil. Quant aux phares, ils n'ont pas attendu les LED pour être gênants. Les lampes à décharge datant d'avant les LED sont aussi très gênantes par leur émission dans le bleu. Les lunettes jaune-vert assez denses augmentent les contrastes et diminuent considérablement l'éblouissement. Je ne conduis pas sans de jour comme de nuit pour de longs trajets. L'obligation des feux de jour est comme la plupart des obligations issues de l'Union européenne, une imbécilité de plus. Plus que le LED, c'est le tout numérique et la mise en fiche généralisée, le crédit social, le totalitarisme informatique qui est le danger mortel. On a vraiment la chance à Radio Courtoisie, on a quand même des auditeurs de haute volée. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui s'est dit là? Je confirme ce qui a été dit. Après, sur le caractère épileptique, moi j'ai un problème. C'est-à-dire Pourquoi? que, alors, en 2018, il y a eu une étude à l'université de Rochester en Amérique. Ils ont mis des enfants autistes devant un écran où défilaient des bandes noires et blanches verticales. Elles défilaient de manière horizontale, plus ou moins vite. Ils se sont aperçus que les enfants autistes arrivaient à capter des défilements qui étaient 2 fois plus rapides. C'est-à-dire que la population normale, au bout d'un moment, il y a une fréquence critique où tu vois juste une bande grise qui défile. Le noir et le blanc se confondent. Les enfants autistes arrivent à une fréquence critique des scintillements qui est 2 fois plus haute. Dans l'étude, le chercheur conclut: c'est parce qu'ils sont autistes et parce qu'ils ont un problème au cerveau qu'ils n'arrivent pas à inhiber la détection de la chose. Bon, le physicien qui a vu cette étude-là et qui m'a lancé sur cette piste-là, lui, quand il voit les bandes noires et blanches qui défilent à 100 Hz, il dit flicker effect. Voilà, c'est tout. Le biologiste qui a fait l'étude en question à Rochester ne sait pas comment une ampoule fonctionne. Donc, on ne sait pas pourquoi les gens sont épileptiques. C'est comme de dire c'est génétique. Pour moi, ce n'est pas une explication. Bonjour, je fais de la culture indoor. Excusez l'anglicisme. Bon, on vous excuse. J'ai des lampes LED qui diffusent la totalité du spectre solaire. Celles-ci sont garanties
sans scintillement car ces derniers étant très nocifs pour la croissance des végétaux. On reconnaît les LED sans scintillement au fait qu'ils chauffent énormément. Bonne méthode pour reconnaître les LED sans scintillement. Bonne émission, merci. Qu'est-ce que t'en penses? C'est cohérent et c'est intéressant. Mais Les lampes d'horticulture, c'était des lampes haute pression sodium, oui, vapeur de mercure, etc. Et si tu veux essayer de prendre une photo sous une serre où il y a ces lampes-là, tu vas avoir ces bandes qui vont apparaître. Donc, il faudrait faire des études sur la santé des gens qui travaillent dans ces serres. Mais je crois qu'ils n'y rentrent pas, hein. Et maintenant, ils savent que c'est dangereux, hein, les horticulteurs, hein. alors j'ai encore un autre commentaire, là j'ai énormément de commentaires qui arrivent, mais bon je vais les lire parce que c'est important, parce que les gens se posent des questions, c'est pas tous les jours qu'on fait des émissions sur la pollution de ces lumières et des LED, donc du coup c'est important que je pose des questions, enfin que je lise les commentaires des auditeurs. Rappel sur les phares, mot générique désignant les systèmes d'éclairage extérieur des véhicules. 1. Position la plus basse est égale les feux de position est égal code en langage courant. Bon. 2. Position médiane est égale feu de croisement, appelé ainsi parce qu'ils n'éblouissent pas en principe les conducteurs des véhicules venant en sens inverse en face de soi. C'est la position d'éclairage normale des voitures en tout temps et celle qui s'allume automatiquement selon les cas lors de la mise marche du véhicule. 3. Position la plus haute. Les est égal les feux de route, est égal ce sont les phares en langage courant ou plein phare. C'est ce que j'avais appris à l'auto-école il y a presque 40 ans en préparant mon permis de conduire. J'ai une anecdote sur la durée de vie des ampoules anciennes à propos de la plus vieille ampoule à incandescence qui a brillé pendant plus d'un siècle. Donc ça veut dire que ça existe, hein. Oui, et alors elle marchait mieux, celle d'avant. Elle marchait mieux, voilà. TF1 avant avait fait un reportage il y a 10 ans sur une ampoule qui éclaire ou a éclairé, j'ignore si elle fonctionne encore en 2025, une caserne de pompiers à San Francisco de 1910 à 2011. Et bravo pour l'émission. Donc ça veut dire que on pourrait être avec des ampoules là à l'ancienne qui éclairent pendant X années. Là du coup, on est dans du pur commerce, faut se dire les choses. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants du pourquoi, du comment. On s'est retrouvé avec des lampes tungstène dans les années 80 qui étaient moins bonnes que celles en 1910, mais bon. Voilà, en tout cas, le commentaire intéressant. Là, il nous reste 5 minutes, donc je voudrais quand même poser des questions de dames. Alors, je m'applique à acheter des ampoules froides, est-ce mieux? Alors, si vraiment vous êtes noctambule, que vous êtes décalé parce que malade chronique, mettez du bleu dans vos journées, même si c'est des nuits, et finissez par du orange. Mais a priori, au kidam, je dirais d'acheter des lumières jaune-orangées pour reproduire le coucher de soleil parce que c'est le soir. Et ça va créer de la mélatonine dans votre corps et vous allez vous endormir d'autant plus aisément. Et qu'est-ce que c'est ça, ampoule froide? C'est plus ou moins blanc. D'accord. Bon. Donc, Allez sur du chaud. Allez sur du chaud, des couleurs chaudes. d'accord. Merci pour cette émission qui confirme tout ce que je pense depuis plusieurs années et concernant tous les sujets abordés. J'ai une fibromyalgie née en fin octobre. J'ai eu des doutes par rapport au LED. Je suis aveuglé par les phares blancs. Ils étaient orange quand j'étais jeune, passé au jaune puis au blanc. Le soleil lui-même est passé du jaune au blanc. Merci encore de votre éthique et divulgation. Très intéressant. J'ai eu plus de 1900 retours de questionnaires pour faire cette étude. Et quand vous regardez tous les symptômes, tous les syndromes, ce qui ressort en premier tout en haut dans les pourcentages, c'est intolérance à la lumière. 75% des malades chroniques sont allergiques à la lumière, en quelque sorte. Et vous avez 20% de ces personnes qui arrivent à capter la chose consciemment, qui vous disent « je n'arrive pas à regarder la télé ». Plus de 5 minutes. Ça défile trop vite pour moi, même la télé. Alors, nous allons clôturer cette émission. Un poème de notre ami, là, faut que je conclue avec ce beau poème. Flamboyant marathon, 3 heures à l'antenne. Eh oui,
Mais bon, c'est pas un marathon. Hein. L'éclairé lumineux, ses rayons en pentaine, tous courants virevoltants, flashant en quarantaine, rouge ordonienne, étoile aux éclairs, des xanthènes. Merci beaucoup pour ce beau poème. Tiens, je vais quand même donner encore un autre commentaire, parce que les commentaires affluent. Bon là, c'est le dernier. Il nous reste qu'1 minute 30 et je rendrai l'antenne à notre ami Antoine Assaf, le jeune Antoine Assaf. Je crois que c'est le Libre Journal de la Jeunesse. Ah, il est pas là? Ah bah je pensais qu'il était là, d'habitude il est toujours là. Bon, bah c'est lui ou c'est pas lui? Ah, c'est pas lui? Ah, je crois que c'était lui. Bah, pourquoi on m'a dit que c'était lui? Bon, bah alors, désolé, hein, oubliez ce que je viens de dire. Le test utilisé à Rochester et la recherche de potentiels évoqués précoces est celui utilisé pour détecter les risques épileptogènes. Le même phénomène de détection des changements rapides se manifeste dans les affections neurologiques comme la sclérose en plaques et dans les maladies neurodégénératives. Merci à toi, cher Guillaume. Guillaume Brun, comment te contacter encore par mail? Dis-nous. Animal-du-6 intérieur sans accent @protonmail.com. Proton, P-R-O-T-O-N. Et des prochaines actions, cher Guillaume? Venez nombreux vous inscrire sur Facebook en contact ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si je vois qu'il y a des gens qui répondent à l'appel, je ferai d'autant plus de contenu. Et tu vas faire bientôt là une émission avec un médecin. Ouais, c'est déjà en cours. On a passé en revue son dernier ouvrage et on va parler de mes recherches dans les émissions suivantes. Bon bah excellent. Sur Facebook ou sur YouTube. Excellent. Sur YouTube, c'est Mon Animal Intérieur. Très bien. Alors excellent. Sache que si tu as d'autres avancées, tu es évidemment invité à nouveau à Radio Courtoisie. Voilà. Merci à toi, cher Guillaume, pour cette émission qui nous a pu nous informer. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Merci pour vos commentaires. Passez un excellent samedi. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut, ciao. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.